Et là, deuxième année, je recommence à faire la fête, à profiter, etc. Je double ma 2, je triple ma 3. Tu vois, j'étais pas l'élève le plus brillant de la fac sur le papier. Après, bon, faut remettre aussi l'église au milieu du village. Je travaillais beaucoup à côté, presque à 35 heures semaine à côté. Donc, j'avais un taf à côté et à la fois, j'étais à la fac. J'ai postulé à l'ESSEC. J'ai été pris à l'ESSEC. J'ai réalisé un truc de ouf. C'est que, en fait, c'était pas pour moi. Le salariat. Donc à ce même moment, j'ai candidaté au master entrepreneur d'HEC et de l'ESSEC, j'ai été pris aux deux. Et donc forcément, j'ai choisi ce que je pensais être l'excellence et ce que je pense toujours être l'excellence, c'est-à-dire HEC. Et c'est un choix qu'aujourd'hui, franchement, je regrette pas. Ça a été quasi du jour au lendemain. Mais la vie que je mène aujourd'hui, je changerais pour rien au monde, tu vois. Il est découpé en trois étapes, l'entretien. La première, elle me dit, ouais, bof, vous m'avez pas convaincu. La dernière, elle me dit, ouais, bon, votre projet c'est de la merde, tout le monde fait pareil. Là, tu prends une tarte. Vraiment, vraiment, il parle comme ça, mais c'est challengeant. Après, je trouve que c'est un excellent accélérateur. Tu vois, en un an, j'ai appris tellement de choses, j'ai rencontré tellement de personnes que j'aurais mis 4-5 ans à faire l'équivalent. Là où tu repasseras pas deux fois, tu vois. On n'a qu'une vie et si tu as pris la mauvaise route quand tu as 40 ans, 50 ans, c'est trop tard. Donc investir sur soi, gagner du temps, faire les bons choix, prendre le temps de faire les bons choix, c'est important. Un petit mec de 28 ans qui vient du sud, pharmacien d'abord, entrepreneur ensuite, euh, quelqu'un d'authentique, d'honnête. Je sais que t'aimes bien les anecdotes. On va commencer avec une anecdote. Le pourquoi l'honnêteté. Je trouve que ça paye toujours. Je vais te raconter une anecdote que j'ai eue à la fac avec une prof de Montpellier. J'ai raté une presse. J'avais une grosse presse à faire. J'étais en plein devant TPMP. Je sais pas pourquoi je regardais ça à l'époque, mais voilà, on me pardonnera à TPMP. Elle m'envoie un mail, je réponds au mail, je dis excusez-moi, franchement j'ai complètement zappé, j'étais devant le TPMP sur le canapé, j'ai pu penser. Eh ben écoute, elle m'a excusé, elle a tapé une grosse barre, elle m'a dit on replanifie l'examen, il n'y a aucun souci. Donc voilà, pourquoi l'honnêteté, je pense que ça prime. Et, euh, et voilà, moi je suis passionné, si tu veux qu'on rentre un peu plus sur ce détail-là, je suis passionné par les inégalités sociales, médico-sociales, euh, tout ce qui touche à l'environnement, tu vois, la cause animale, l'accès à la santé. C'est pour ça aussi que j'ai fait pharma et que j'ai décidé d'entreprendre aussi après dans la santé des femmes. Voilà un peu comment je me décris aujourd'hui. Jusqu'au bac, j'ai toujours été un élève à succès, tu vois. J'étais le genre de mec qui avait 18, 20 de moyenne dans toutes les matières, tu vois. Arrivé vers la fin du lycée terminal, tu vois, j'en avais marre de la théorie. Je trouvais ça pas bullshit, mais j'avais besoin de concret, tu vois. Et à tel point qu'en fait, dernier trimestre de terminale, j'ai eu 5 sur 20 de moyenne. J'ai eu 10,18 au bac. Voilà, assez pour rentrer dans les clous. Euh, après ça, j'ai attaqué la PACES. Je passe d'un petit village en Provence à Montpellier, tu vois, une ville hyper festive, etc. Autant te dire que la première PACES, je l'ai complètement raté comme la majorité des personnes. Que faire la fête, etc. Bref, 1700e sur 3000, grosse claque. Euh, Deuxième année, je me ressaisis. Je me dis, vas-y, c'est bon, tu sais vraiment là où tu veux aller. Je bosse à fond, 700e au premier semestre, 145 au deuxième, à régler, boum, pharma, tu vois. Et là, deuxième année, rebelote, je recommence à faire la fête, à profiter, etc. Je double ma 2, je triple ma 3. Tu vois, j'étais pas l'élève le plus brillant de la fac sur le papier. Euh, Après, bon, faut remettre aussi l'église au milieu du village. Je travaillais beaucoup à côté. J'étais presque à 35 heures semaine à côté, donc j'avais un taf à côté et à la fois j'étais à la fac. J'ai tout fait à côté de mes études. J'ai été barman, serveur, j'ai fait chouchou beignet. Alors moi j'ai choisi Indus parce que moi dans la filière pharma il y avait quasiment que ça qui m'intéressait. Je me voyais PDG d'un labo pharma. Donc j'ai pris filière Indus. Je
voulais attaquer sur un master en marketing. J'ai travaillé pour le laboratoire Lilly en cancérologie, sur le cancer de la thyroïde et du poumon. C'était une expérience incroyable, super équipe, super labo Lilly. Par contre, tu vois, au moment de postuler au master marketing, donc j'ai postulé à l'ESSEC, j'ai été pris à l'ESSEC, j'ai réalisé un truc de ouf, c'est que en fait, c'était pas pour moi le salariat. Donc à ce même moment, euh, j'ai candidaté au master entrepreneur d'HEC et de l'ESSEC, j'ai été pris aux deux. Euh, et donc forcément, j'ai choisi ce que je pensais être l'excellence et ce que je pense toujours être l'excellence, c'est-à-dire HEC. Euh, et c'est un choix qu'aujourd'hui, franchement, je regrette pas. Ça a été quasi du jour au lendemain. Mais la vie que je mène aujourd'hui, je changerais pour rien au monde, tu vois. Ça a été un game changer déjà pour la prise en maturité. Direct, t'arrives dans l'entretien, tu prends une claque. Tu penses être le boss de tout. T'as fait pharma, t'es pharmacien, presque pharmacien, etc. Là, tu prends une tarte. Il est découpé en trois étapes, l'entretien. Tu rencontres différentes personnes. La première, elle me dit ouais, bof, vous m'avez pas convaincu. La dernière, elle me dit ouais, bon, votre projet c'est de la merde, tout le monde fait pareil. Là, tu prends une tarte. Vraiment, vraiment, il parle comme ça, mais c'est challengeant. Premier challenge. Après, je trouve que c'est un excellent accélérateur. Tu vois, en un an, j'ai appris tellement de choses, j'ai rencontré tellement de personnes que j'aurais mis 4-5 ans à faire l'équivalent. Tu vois. Donc ça a vraiment changé ma vie. À la fois, j'ai rencontré ma première associée, Emmanuel, au sein du master. Et à la fois, tu constitues un réseau de dingue. Et tu prends une confiance aussi en toi incroyable. Tu vois, après HEC, je sais pas ce qui se passe. Tu vois, le dicton d'HEC, c'est apprendre à oser. Vraiment, en fait. Genre, en tout cas, niveau business, j'ai plus peur de rien, tu vois. Moi, j'ai payé à l'époque 27 000 euros. Bon, j'ai oublié les détails, mais j'avais payé les secs aussi, au cas où j'avais pas HEC. Aujourd'hui, il est à plus de 30 000 euros, il me semble, le master. Donc, c'est conséquent. Après, c'est comme tout. C'est quoi la valeur de ton temps, tu vois? Est-ce que 30 000 euros, tu vois, je t'ai dit, en un an, j'ai gagné l'équivalent de 4-5 ans. Est-ce que, tu vois, 4-5 ans, ça vaut pas 30 000 euros, tu vois? Moi, si je dois les remettre demain, je les remets demain, tu vois. Alors bien sûr, il y a le crédit, il y a tout ce qui s'ensuit. Je ne sors pas d'une famille richissime, donc forcément, ça va de pair. Mais après, tu gagnes en temps et tu gagnes en efficience aussi. Là où tu vas, tu repasseras pas deux fois, tu vois. On n'a qu'une vie et si tu as pris la mauvaise route quand tu as 40 ans, 50 ans, c'est trop tard, tu vois. Donc investir sur soi, gagner du temps, faire les bons choix, prendre le temps de faire les bons choix, c'est important. Je critique pas le salariat et je trouve ça respectable. Mais par contre, quand tu es payé la même chose tous les mois, alors que des fois ta charge de travail va augmenter ou va diminuer, c'est pas normal. Et dans l'entrepreneuriat, il y a un retour sur l'investissement que tu fournis. Tu vois, quelqu'un qui entreprend, qui ne fout rien, il n'aura rien en retour. Par contre, quelqu'un, alors il faut faire les choses bien, mais qui se donne à fond et qui se la bute, normalement, si tout va bien, il y aura un retour sur investissement et ça sera proportionnel à ta charge de travail. Et ce que je veux, moi, pour ma vie, c'est pas être rémunéré pour le temps que je fournis, mais pour la charge de travail que je fournis. Ginger, c'est parti, bon, comme je le disais, d'une grande idée autour de la santé des femmes avec mon associé qu'on a commencé à explorer. On a rencontré des centaines de femmes, notamment atteintes d'endométriose. Et il faut savoir que dans l'endométriose, et bon, on l'a compris plus tard, mais dans d'autres pathologies, il y a une forte errance médicale. Un problème d'accès à des spécialistes, un problème de disponibilité, de temps, un problème aussi financier. Et donc, on s'est dit, ces experts-là de l'endométriose, ils sont très peu accessibles, une forte errance, alors on va les réunir tous au sein d'une même safe place. Et donc c'est comme ça qu'on a lancé Ginger. Il fallait encore résoudre le problème de la disponibilité de ces experts. Et donc on n'est pas parti sur une solution de téléconsultation, on s'est concentré sur une solution de messagerie. Pourquoi la messagerie? Parce que si tu prends des créneaux de téléconsultation, ça bloque du temps au médecin et donc tu as toujours des délais d'attente de 3 à 6 mois. Par contre, la messagerie, c'est un fonctionnement asynchrone.
Et donc l'asynchrone, ça permet de répondre quand tu le veux, quand tu le souhaites, quand tu le peux, entre 2 consultations, quand une patiente a annulé un rendez-vous, dans les transports en commun. Et donc on retrouve du temps des meilleurs spécialistes sur ces pathologies-là. Et donc on a des réponses en moins de 24 heures pour des patientes qui n'ont pas accès à ces spécialistes-là. Et donc, on s'est lancé il y a plus d'un an et demi. On est passé par la Silicon Valley aux États-Unis, où on a rencontré des entrepreneurs incroyables. Et on a lancé pour le mois de l'endométriose avec 3 entreprises qui nous ont fait B2B. On vend notre solution aux entreprises pour améliorer la rétention des profils féminins, pour améliorer leur marque employeur, pour réduire l'absentéisme au travail. Pour toutes ces choses-là, on accompagne les entreprises. C'est un abonnement annuel qu'on fait souscrire aux entreprises pour la rémunération des médecins. Ils sont rémunérés au temps passé à répondre aux patientes, à la messagerie, parce qu'on ne peut pas les payer à la performance ou quoi, c'est pas légal. Donc c'est le seul moyen pour les rémunérer. Et pour toi, c'était difficile, tu sais, de convaincre des médecins parfois qui ont, pas tous, je les mets pas tous dans le même sac, mais qui ont parfois, tu sais, une vision un peu old school et pas très entrepreneuriale. Est-ce que tu as eu des difficultés à les convaincre? Ouais, ça c'est vrai, c'est un point que tu soulèves très intéressant, parce qu'il y a beaucoup, en tout cas j'en ai rencontré certains qui ont ce modèle qui pour moi est archaïque et qui pour eux ne l'est pas, attention, de la médecine traditionnelle, la médecine d'Hippocrate, le médecin au pied, au chevet du patient, tu vois. Moi je suis pas convaincu de ça, et ceux que j'ai convaincus ne le sont pas aussi, tu vois. Il faut s'adapter avec son temps. Il y a de moins en moins de médecins, moins en moins d'accès aux soins. Et tu vois, le digital, maintenant, l'intelligence artificielle est là pour nous aider. Alors il faut s'en emparer, parce qu'il y en a d'autres qui s'en emparent, d'autres pays. Nous, en France, on a un système de santé qui, jusqu'à présent, était assez solide. Il faut prendre ce virage du numérique, ce virage de l'intelligence artificielle. Je dis pas, et je veux absolument pas au fond de moi, que l'intelligence artificielle remplace les professionnels de santé, et nous on le fera jamais sur Ginger. Mais c'est des outils incroyables pour gagner du temps, pour gagner de l'efficience, et pour, en fait, tu vois, tout de l'administratif, tout ce qu'il y a autour de la consultation et de l'acte. Il n'y a plus besoin de le faire, on se reconcentre sur le patient, on se reconcentre à l'écoute et à l'échange, tu vois. T'es dans tout ce qui est entrepreneuriat, aventure entrepreneuriale. Comment est-ce que tu as su déjà trouver un bon projet et créer une équipe qui fonctionne? Ouais, ça c'est une question très importante. Une des premières causes d'échec des startups, c'est la team. Nous, donc je te disais, on est parti à Berkeley, à l'université de Berkeley. On a vécu ensemble avec mon associé. Donc, on a fait un petit test en quelque sorte, tu vois. Comment ça se passe quand on vit ensemble, quand on cohabite, tu vois. Je connais sa rigueur avec le yoga. Il fallait qu'elle fasse ses séances de yoga. Elle sait la dose de Nutella que je mets sur mes tartines, tu vois, ça va jusque là. Mais surtout, il faut avoir la même vision. Tu vois, si la personne n'a pas la même façon de penser que toi, si elle veut pas aller au même endroit que toi, c'est déjà un échec. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'essayer, tu vois. Ensuite, pour avoir une bonne équipe, c'est bien d'avoir aussi une complémentarité. Tu vois, je suis professionnel de santé. Elle a fait un parcours HEC. Notre 3e associé qui nous a rejoint après, lui est ingé, dev, spécialisé en machine learning. Parfait, complémentaire, go, on va casser la baraque, tu vois. 2, 3 maximum. Je connais des équipes de 4 qui fonctionnent très bien, mais c'est pas trop recommandé, tu vois, pour la prise de décision, etc. C'est pas top. Ouais, clairement, moi j'ai aucun tabou avec ça, et je trouve que c'est dommage, tu vois. Aux États-Unis, ils ont zéro tabou avec ça. En France, il y a un méga tabou autour de ça. Moi, je te le dis clairement, je sais que je serai millionnaire, et je dis pas ça parce que j'ai le melon ou quoi. Je dis ça parce que j'ai envie de le devenir, et à me le répéter, je sais que je vais y arriver. Milliardaire, faut vraiment que je casse la baraque, et honnêtement, ça va être très compliqué. Et puis après, bon, au-delà, ça sert à rien. Par contre, mon goal, c'est vraiment d'avoir un matelas confortable de sécurité
pour ensuite encore plus kiffer ce que je fais, tu vois. Genre, demain, tu vois, il faut pas énormément, tu vois. 3 millions bien placés, tu vis bien après et tu fais ce que tu veux. C'est le kiff. Par contre, tu vois, l'entrepreneuriat, c'est pas la panacée. T'as que les belles histoires, t'as que, je sais pas, t'as les mecs qui veulent être mon associé et qui sont pétés de thunes. Mais non, la réalité, c'est que les entrepreneurs aujourd'hui, et ils roulent pas sur l'or, tu vois, il y en a très peu qui percent. Donc ça, il faut faire attention aussi à ça, tu vois. C'est pas la ruée vers l'or, c'est dur, il faut être accroché. Et toi, tu penses que tu as plutôt un profil entrepreneur ou investisseur? Sur du long terme en tout cas, tu vois. J'ai un profil les deux en ce moment et je serai toujours sur les deux. Sur la création de valeur autour des sujets qui m'importent, tu vois, comme je te le disais au début, les inégalités sociales, etc. Mais l'investissement, je trouve que c'est aussi important. Tu investis dans des choses qui t'inspirent, mais aussi, tu vois, tu fais travailler ton argent quand tu dors. Ça, c'est incroyable, tu vois. Genre, et on en revient à ce que je te disais au début. Je veux pas que mon temps soit échangé contre de l'argent. Je veux que mon investissement, ma charge, soit investie et que je dorme tranquille et qu'elle travaille pendant que je dorme, tu vois. Immobilier, je trouve que c'est important. C'est très important, surtout en France. En France, c'est hyper facile d'accès à l'immobilier. Par contre, il faut faire très attention. En fait, ça dépend de la stratégie de chacun, tu vois. Et chacun a sa stratégie. Il y a des techniques qui permettent d'accélérer, etc., de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas te péter ton plafond d'endettement. Les cryptos, je trouve ça incroyable. C'est une révolution incroyable et un de mes premiers projets, enfin le projet que j'avais présenté à HEC, c'était en lien avec ça. Et la bourse, je pense que c'est indiscutable, ça a fait ses preuves et c'est là pour durer, donc un peu des trois. Je suis pas trop sur le reste, les matières premières, l'or, ça m'intéresse pas trop. Ça performe un peu quand ça veut. C'est pas des marchés que je comprends trop, donc je préfère investir dans les marchés que je comprends. Tu vois, j'ai investi aussi dans des startups parce que le business model me parle, les fondateurs me parlent et je crois en eux, tu vois. Donc, faut aussi savoir dans quoi on investit, c'est important, tu vois. Il faut que, au même titre que quand j'entreprends, ça m'inspire, je me lève tous les matins et j'ai les tripes, tu vois. Ben, j'investis dans quelque chose que je comprends aussi et pour lequel je soutiens la cause, tu vois. Tu me parlais de ton appétence pour la blockchain, donc les cryptos. Est-ce que tu penses, toi, de façon fondamentale, que les cryptoactifs, donc pour nos auditeurs, les crypto-monnaies, auront un impact dans les années futures et pourront, pourquoi pas, même être utilisés en santé, tu sais, pour avoir un système peut-être plus décentralisé, mais également avoir cette notion de blockchain qui joue un rôle dans la gestion de la santé et de l'intercommunication entre données, même au sein des hôpitaux et des professionnels de santé de façon générale. Totalement. Il y a plein de cas d'usage possibles sur la recherche médicale, tu vois. Genre le langage de la recherche médicale, que ça soit en France, en Europe, en Chine, ils n'ont pas le même langage, ils travaillent sur les mêmes trucs, ils communiquent pas entre eux. Bim, la blockchain. La traçabilité des médicaments. En France, ça va. Par contre, en Afrique, c'est plus compliqué, un médicament sur deux est contrefait. Tu vois, la blockchain permet de ne pas falsifier un point A à un point Z. Tu vois, et cette traçabilité-là, elle est incroyable. Mais pourquoi on l'utilise toujours pas? Enfin, je dis pourquoi on l'utilise toujours pas. Il y a des projets qui sont lancés là-dessus. Les remboursements, la sécurité sociale, la carte vitale, les mutuelles. On a les smart contracts. C'est incroyable. Pourquoi on l'utilise pas? Tu vois, c'est en ça que aussi l'entrepreneuriat est fait pour moi parce que tu vois, c'est des trucs que je comprends pas. Pourquoi ça va pas plus vite? Tu vois, on est alors j'ai pas la science infuse, j'ai pas fait Sciences Po, etc. Mais il y a un truc que je comprends pas, c'est les sous-couches, des sous-couches, des sous-couches en France qui font perdre énormément de temps alors que tu as des jeunes pousses qui sont là pour innover et à qui tu fais pas confiance, tu vois. Et
pour mettre en place quelque chose avec. Donc ça s'appelle du B2G, B2G, Business to Government. C'est hyper compliqué. Tu veux proposer un business qui repose, où ton client c'est le gouvernement, ben, ça te prend 2 ans, 3 ans, c'est impossible. Et est-ce que dans ton parcours, t'as une personne peut-être qui t'a donné envie d'entreprendre, je dirais même un mentor, tu vois, qui a eu un impact significatif sur ton parcours? Écoute, plus que dans mon parcours, c'est dans ma vie. Celui qui a eu le plus d'impact sur moi, c'est mon grand-père. Pourquoi? Parce que donc moi, mon père, il s'est barré quand j'avais 3 ans. J'ai été élevé par ma mère avec ma sœur. Il restait mon grand-père et ma grand-mère. Et je pense que tu vois, mon grand-père, il réalise pas encore, et je pense qu'il réalisera jamais l'impact qu'il a eu sur moi. Il m'a appris des choses de la vie, tu vois, essentielles. Quand j'étais petit, il m'a dit, ok, c'est toi le mec de la maison. Maintenant, tu vas passer la tondeuse, tu vas tailler les arbres, tu vas venir avec moi travailler. Et je pense que c'est lui qui m'a inculqué toutes ces valeurs, la valeur travail. Je pense que c'est aussi, et ça je l'ai réalisé assez tard, c'est aussi finalement le premier entrepreneur que j'ai rencontré dans ma vie, parce que lui il était agriculteur, donc j'allais avec lui, je plantais les légumes, il me menait au marché, il me faisait comprendre comment les vendre, et tu vois, tu avais ce retour du travail qu'il avait fourni en cash, tu vois. Et c'est là, tu vois, à cet âge-là, tu comprends pas. Et c'est plus tard, quand tu fais des travails avec ta team, d'introspection, etc., tu comprends, tu dis, putain, mais en fait, c'est lui qui m'a tout apporté, tu vois.